Agrobusiness, oui, forcément. Il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent dans ces histoires-là. Le gouvernement, vous le savez, il y a quelques années, est monté au créneau pour mettre fin aux activités d'au moins 38 sociétés. Ce soir, on en parle avec 3 professionnels de la question. Billy Jean-Paul Memel, il est consultant senior marketing chez QNet, justement. Youssouf Karus, économiste et directeur général d'un fonds d'investissement. Et Valérie Aïpo, professionnelle de marketing réseau. Avec eux, donc, tout au long de cette émission, on essaiera donc d'aborder cette question en 360 degrés. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici tous les soirs, du lundi au vendredi à partir de 18h40 pour aborder des choses qui vous intéressent forcément. Ce soir, on va parler de marketing réseau. Juste une petite précision en fin d'émission pour le volet artistique. On sera rejoint par Fusion Band qui nous revisitera pour la deuxième fois avec au chant notamment Nanda. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Billy Jean-Paul, consultant senior marketing réseau chez QNet. Bienvenue. Ok, merci. Merci également à Youssouf Karus, économiste et directeur général de fonds d'investissement, de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Un plaisir, bonjour Cheikh. Merci également à Valérie Aïpo, professionnelle de marketing réseau, qui spontanément donc a accepté de participer donc à cette émission. Ça va Pierre? Très bien, merci. Valérie Aïpo, c'est quoi un marketing de réseau? Juste pour permettre à tout le monde de comprendre. Bonjour Cheikh, bonjour à tout le monde. Le marketing des réseaux, c'est un système commercial, produits et services, dans lequel des vendeurs peuvent recruter, peuvent parrainer d'autres vendeurs à l'effet d'avoir des commissions sur leur chiffre d'affaires ou sur le chiffre d'affaires de leurs équipes. D'accord. Voilà. En d'autres termes, on parle de vente directe, dans lequel le produit il quitte l'usine et il va directement au client, en se départissant de tout ce qui est publicité, coût de publicité lié à la publicité, en cassant la chaîne de distribution, on va dire distribution traditionnelle, grossiste, détaillant, demi-grossistes, détaillants, qui chacun à son niveau prend des coûts et tout ça. Donc c'est tout ça mis ensemble qui fait ce qu'on appelle le marketing des réseaux. Donc le coût économisé est reparti sur des commissions qu'on distribue aux vendeurs, qu'on appelle vendeurs indépendants. Youssouf Karus, tel que dit, tout va bien? Il n'y a pas de problème. Pour l'instant. Pour l'instant. On va regarder un élément réalisé par la production de la télé d'ici pour déjà se faire une idée de comment les Ivoiriens perçoivent ce marketing de réseau. Est-ce une arnaque ou une opportunité d'affaires? On regarde en 2 minutes 30 secondes et on se parle juste derrière. On m'a déjà effectivement proposé d'intégrer un système de marketing de réseau. J'ai des amis qui ont participé, mais bon, jusque-là, je n'ai pas encore vu les résultats à leur niveau. Personne jusque-là n'est devenu riche dans mon entourage. En tout cas, ceux qui m'ont proposé d'intégrer ce système-là. Donc, je n'y crois pas véritablement. Difficile de concevoir un système qui produit de l'argent sans travail. On m'a proposé, mais bon, moi, j'ai pas cru en ça, donc j'ai été réticent, donc j'ai pas adhéré. QNet a fait QNet là. Quels sont les avantages? Il me dit non qu'au fur et à mesure, les avantages, quand tu fais rentrer quelqu'un, tu montes des grades. Il n'est pas devenu milliardaire, ça fait que ça a considéré que lui-même là, il est parti au village et puis ça a considéré la crise. Le Covid-19, présentement, il n'est pas encore arrivé. Et moi, même les trucs d'arnaque là, même là, ça ne m'a jamais plu, donc je ne suis pas dedans. Il y a tendu, c'est même au Mali, il y en a au Mali aussi. Une fois, il y a un camarade aussi, il est rentré dans le Mali pour faire ça. Il dit ça marche. Mais bon, moi, en tout cas, moi, je voulais rentrer même, mais il a arrêté un peu. Tout ce que je voulais faire, il n'y a pas d'argent sur moi. À cause de ça, je n'ai pas fait ça. Moi-même, j'en ai fait dans le temps. Mais la finalité, c'est que c'est une histoire d'arnaque. Parce que les fois où j'ai eu à le faire, en tout cas, j'ai perdu de l'argent. C'est de l'arnaque. Peut-être ailleurs. On nous dit qu'ailleurs, ça marche, mais en tout cas, chez nous, ici, là,
En tout cas, je n'ai pas vu quelque chose qui a abouti, qui allait à son terme. Je ne veux pas mettre mon argent dans quelque chose que je ne vois pas. Parce que, par exemple, QNet, quand on parle de QNet, on dit que c'est un réseau d'Internet. Mais moi, je préfère mettre mon argent soit dans l'immobilier que je vois. Je pense que c'est ceux qui sont en tête de file qui gagnent le plus parce que généralement, il se produit ce qu'on appelle le phénomène des pyramides de Ponzi. C'est-à-dire ceux qui sont présents actuellement dans l'entreprise se font payer avec l'argent des nouveaux entrants. C'est-à-dire ceux qui entrent par le bas, c'est eux qui payent ceux qui sont déjà présents. Donc le système fonctionne tant que les gens rentrent. Mais du moment que les personnes commencent à douter et à ne plus entrer, mais ceux qui sont entrés en dernier, il n'y a personne pour les payer et le système, la pyramide s'effondre. C'est un peu ça le problème de ce genre d'entreprise. Alors, Billy Jean-Paul Memel, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, toutes les références à QNet sont très loin d'être positives. Quelle est l'activité de QNet en 1 minute? Ok, QNet fait une activité commerciale dans laquelle elle propose à ses clients de devenir des promoteurs. Voilà, c'est-à-dire qu'elle vous vend un produit que vous consommez et vous êtes en charge de promoter le produit et le plan d'affaires qu'il y a derrière la vente des produits, les commissions, à votre entourage. Et ces personnes aussi également vont consommer les produits et nous effectuons des ventes. Alors, je vais essayer de simplifier les choses et vous me direz si je suis dans le vrai ou pas. Ça marche. Je suis une société A. Oui. Je commercialise donc mes produits en direction d'une société B, C et D. Oui. Et ces sociétés, elles commercialisent respectivement le même produit à des sociétés donc E, F, G, H, ainsi de suite. Okay. C'est bien cela. Et chaque intervenant a une commission sur la base des quantités achetées. Voilà, c'est également sur la base de volume de vente de produits effectués de façon indirecte ou directe. D'accord. Youssouf Karus, c'est un problème ça? Ben oui. Pourquoi? Écoutez, c'est très simple. Vous prenez l'exemple que vous venez de prendre. En fait, vous ne pouvez pas avoir un produit qui est vendu à travers 3, 4, 5 niveaux de chaîne d'intermédiaires et avoir une commission pour chaque niveau de la chaîne d'intermédiaire. C'est-à-dire que si vous achetez, on prenait tout à l'heure l'exemple d'une cravate. Si monsieur achète ma cravate, moi je vends la cravate, je lui vends une cravate à lui, il en parle à son voisin juste à côté qui achète la même cravate, qui lui vous en parle, qui achète la même cravate. La cravate coûte 10 francs CFA. Vous imaginez bien que moi, la société qui est vendue, je ne vais pas vous payer une commission à vous, payer une commission à monsieur, puis payer une commission au voisin, sinon je suis obligé de monter mes prix. C'est cela. Oui, donc c'est là où le modèle ne tient plus. Le modèle nous explique qu'effectivement, il y a une sorte de pyramide d'intermédiaires dans laquelle on ne sait pas, a priori, en réalité, le nombre réellement de niveaux dans cette pyramide. Si vous avez 100 niveaux pour un produit qui coûte 10 francs CFA, imaginez que vous payez une commission sur les 100 francs à qui? niveaux. Au producteur ou au consommateur final? Au consommateur final. C'est-à-dire que le consommateur final qui est allé acheter ça à l'entreprise à 10 francs CFA, l'entreprise, selon le modèle qui est expliqué, est censée payer une commission pour chacun des intermédiaires de la chaîne jusqu'à remonter au sommet. D'accord. Si je comprends bien, c'est bien ce qui est expliqué. C'est cela. Ce n'est pas viable, parce que sinon, si je reste à prix constant, c'est-à-dire que si mon produit n'augmente pas de prix, je ne peux pas honorer mes engagements vis-à-vis de ces intermédiaires. C'est là où, effectivement, on se rapproche d'une pyramide de Ponzi. D'accord. En d'autres termes, si on connaît à la limite le nombre d'intervenants, s'il y en a 2 et qu'on fixe le prix à 10 francs, on aura... On peut considérer que ça pourrait être viable. C'est quelque chose de maîtrisable. Voilà, mais quand c'est à l'infini, on se perd. Exactement. Vous en pensez quoi, Valérie Yaïpo? Ce que je veux dire, c'est que le marketing des réseaux, c'est pas nouveau. C'est un concept qui existe depuis les années 40. Voilà, c'est un concept qui a été éprouvé, approuvé. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Youssouf Non, Karus? ce qu'il dit, je veux dire, il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance du système. C'est pour ça que vous êtes là, pour nous éclairer? Oui, c'est un plan de rémunération. Chaque compagnie établit un plan de rémunération. Tout simplement. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de plans de rémunération. Il y a le système binaire, il y a les matrices, qu'ils appellent les matrices forcées. Il y a plusieurs. Et le coût, tout à l'heure, je vous ai expliqué que une entreprise qui devait vendre la cravate, si elle vendait la cravate en boutique à 1000 francs, c'est un peu plus raisonnable que 100 francs, à 1000 francs, alors, dans la campagne publicitaire, qu'est-ce qu'elle aurait mis? Dans la boutique, l'entretien, le personnel. Alors, moi qui fais ta cravate, si le coût de la cravate me revient, on va dire, à 400 francs, mais j'ai 600 francs que je peux distribuer à mes vendeurs.
Oui, mais c'est tout simplement. Oui, s'il y a 1000 vendeurs, 10 000 vendeurs, non, il n'y a pas 10 000 vendeurs, il n'y a pas 1000 vendeurs. C'est pas vrai. Non, mais parce que le marketing des réseaux est réglementé, monsieur. Il est limité. C'est pas ce qu'on nous explique jusqu'à preuve du Non, c'est pour ça que je dis, vous avez de mauvaises informations. Parce que le marketing de réseau est réglementé. Peut-être pas ici, et c'est pour ça que nous parlons du cas de la Côte d'Ivoire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et QNet va peut-être réagir tout à l'heure par rapport à ça. Est-ce que c'est à l'infini ou est-ce qu'on se dit il y a un nombre limite? Les entreprises qui exercent ici le marketing des réseaux ne sont pas des entreprises ivoiriennes. Elles existent ailleurs. Et je vous dis qu'ailleurs, le marketing des réseaux est réglementé. Comment c'est fait ailleurs? Comment c'est réglementé ailleurs? Alors, en France, par exemple, qui est plus proche de nous, culturellement, c'est réglementé par la fédération. Il y a une fédération qui existe, qui est en partenariat même avec le gouvernement. La fédération est chargée de réglementer et qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, si vous avez l'information, ce serait bien que vous la partagiez. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit sur notamment le nombre d'intervenants ou le nombre de revendeurs? En principe, ça dépend des compagnies. Mais la réglementation dit qu'elle ne doit pas aller sur plus de 7 niveaux. D'accord. En profondeur. D'accord. Quand vous dites plus de 7 niveaux, j'imagine qu'à chaque niveau, il peut y avoir plus d'intervenants. Oui. Pour le même produit. Je vais dire, moi, quand on parle de parrainage, par exemple, moi, je t'ai parrainé, j'ai le parrainé, toi, tu as parrainé X, Y, et ainsi de suite. Je suis 7 niveaux. Oui. D'accord? Je peux parrainer 10 personnes, par exemple, 20 personnes, c'est possible? Bien sûr. D'accord. Donc, on reste toujours sur l'exemple de la cravate, qui coûte 1000 francs. Oui. J'ai 7 niveaux d'intervenants et à chaque niveau, j'ai peut-être 10 personnes ou 20 personnes. Oui. Ça devient quand même énorme, non? Non, mais je ne suis pas en train de dire que les 600 seront... tous les 7 niveaux vont avoir, la répartition, la même rémunération. Non, c'est un plan. Je veux dire que c'est un plan qui existe depuis longtemps, qui est éprouvé et qui marche. Je ne pourrais pas vous dire, parce que ça dépend des entreprises. D'accord. Juste pour comprendre. Oui. En fait, effectivement, là, je vais vous rejoindre sur une chose. C'est qu'effectivement, on ne fait pas le procès du marketing de réseau. Effectivement, c'est une discipline qui existe, qui effectivement est née dans les années 40 aux États-Unis, pour justement permettre aux ménagères, à l'époque, dans les années 40 aux États-Unis, on était dans le plein boom du rêve américain. Et donc, les ménagères qui, elles, n'avaient pas forcément de travail, c'était plutôt les hommes qui travaillaient à cette époque-là dans les sociétés américaines. Les ménagères étaient utilisées un petit peu comme si vous voulez, des étendards marketing. Donc, entre elles, donc, dans les quartiers américains, se réunissaient et vendaient un certain nombre de références, des petits appareils électroménagers, etc. etc. Donc, effectivement, c'est des disciplines qui existent. Maintenant, pour ne pas se tromper de débat, on ne fait pas le procès ici du marketing de réseau. Moi, ce que j'entends derrière ce que QNet dit, moi, j'entends une pyramide de Ponzi qui se cache derrière une activité qui existe et effectivement, qui peut être réglementée, qui peut être très bien faite. Il y a des produits, même en Côte d'Ivoire, qui ont été distribués sous forme de marketing de réseau et ça a très bien marché. OK. QNet, au moment de la déclaration de l'entreprise, la raison sociale et tout ce qui va avec, qu'est-ce qui est libellé dans la raison sociale comme activité? OK, c'est la vente de produits. D'accord. Voilà, la vente de produits, nous avons plusieurs gammes de produits. OK. Est-ce qu'il est spécifié que vous vous inscrivez pleinement dans le marketing de réseau dès le départ? Bien sûr. Bien sûr, dès le départ, quand vous venez, il y a un contrat. C'est lourd de conséquences ce que vous dites. Parce que si l'État autorise l'installation, l'implémentation et le début d'activité de cette entreprise, et que 6 mois après ou 2 ans ou 5 ans après, qu'on constate que évidemment le business a pignon sur rue et qu'on demande de cesser parce qu'on estime que c'est pas orthodoxe, c'est l'État qui est fautif. OK. Ben là, je crois que la décision a été motivée sur la base de la méconnaissance, comme l'a dit mon jeune frère. Donc l'État est méconnaissant. Il faut dire que toute organisation puissante qui est pilotée par des êtres humains peut régénérer des imperfections humaines. Sauf que c'est plusieurs êtres humains qui sont, donc plusieurs intelligences, qui ont tort, c'est ça? Effectivement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas tout à fait tort, mais on peut faire une mauvaise interprétation. Bon, allons-y, parlons de votre interprétation à vous. OK, donc good. QNet nous propose un modèle commercial. Et dans ce modèle commercial, elle opte librement de travailler avec ses clients. Voilà, elle donne la possibilité à ses clients de consommer des produits et en même temps bénéficier d'une licence de distribution internationale. À chaque client? À chaque client reçoit une licence de distribution internationale qu'on appelle communément chez nous un TC, un Tracking Center. Personne morale ou personne physique? En tant que personne... En tant qu'entreprise? Vous pouvez choisir parce qu'il y a 2 plans.
Il y a des gens qui s'inscrivent en tant que personne morale, et moi, je me suis inscrit en tant que personne physique. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est Donc, légal, ça, déjà? Juste une question. Est-ce que vous payez des impôts bien sûr. sur votre disque? Quel impôt vous payez? Vous me demandez quel impôt je paye. Sur l'activité que vous exercez avec Je paye CUNET. impôt sur mes revenus. Oui, mais ce n'est pas un impôt sur l'activité que vous exercez avec CUNET. L'activité que j'exerce, quelle est l'activité? C'est une activité commerciale. Pour être clair, alors, je vais reformuler ma question, juste pour être clair. On est devant les téléspectateurs, Oui. donc ce qu'on dit nous engage à un certain niveau. Est-ce que vous êtes rémunéré par CUNET? CUNET me paye des commissions sur la base du volume de vente effectué par moi et par mon organisation. C'est-à-dire que, comme on appelle les membres de mon équipe, à qui je présente le plan, je forme et je coach, que je pousse chaque jour à pouvoir vendre des produits. Donc je suis rémunéré par commission. Quand je vends, je reçois des commissions. Mais vous êtes consultant senior pour CUNET? Non, je suis consultant senior en marketing de réseau. Je suis partenaire à CUNET, l'entreprise avec laquelle je collabore, qui est CUNET. Pourquoi est-ce que je pose la question, Cheikh, si vous voulez, c'est pour répondre à votre question. En théorie, si effectivement, vous, en tant que personne physique, vous avez une activité contractuelle avec une société commerciale, votre bénéfice doit être taxé. Est-ce que vous payez des impôts sur le bénéfice? Le bénéfice, c'est mes commissions, mes revenus. Est-ce que vous, est-ce que vous payez quelque chose? Deux choses différentes. Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Ici, en Côte d'Ivoire, le domaine n'était pas... Est-ce que vous reversez une TVA? Vous êtes journaliste? Non, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que vous reversez une TVA? Je vous ai posé la question à dessein, est-ce que vous êtes constitué personne morale ou personne physique déjà? Si vous êtes une entreprise, ok. Si vous êtes un individu, ça obéit aussi à d'autres critères. En tant qu'individu, oui. J'ai une entreprise personnelle. Donc vous êtes constitué en entreprise? Entreprise personnelle. Personnelle, mais c'est une entreprise. Effectivement. Voilà. Donc pour cela, j'ai fait une déclaration fiscale à laquelle je paye mes impôts. D'accord. Vous payez quel type d'impôt? Je suis en tant que apporteur d'affaires. D'accord. Apporteur d'affaires. Vous avez d'autres personnes sous votre aile, on va le dire? Oui, Ce sont des personnes physiques qui ne sont pas des entreprises, c'est ça? C'est des personnes physiques. Il y a aussi dans certains pays où des entreprises se sont constituées. Non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Dans votre cas spécifique? Personnes physiques. Personnes physiques. Ces personnes perçoivent des commissions? Selon leur rendement. Parce qu'il y a un plan. Oui, c'est clair. Il y a un plan qui est donné, parce qu'il faut comprendre. La nuance, c'est au niveau des plans. Chaque entreprise a un plan. Et le plan chez CUNET, c'est que vous devez vendre à votre gauche, voilà, un volume de vente de 3000 business volume, et à droite, 3000 business volume. D'accord. Donc, c'est à partir de ce principe que CUNET reverse à chaque 3000 business volume, à gauche et à droite, équilibré, vous reverse $250. D'accord. Comme de commission. Très bien. Donc, c'est des commissions après vente. J'ai bien compris. Ceux qui perçoivent les commissions sont des personnes physiques, ce n'est pas des entreprises. Tout comme moi. Est-ce qu'elles doivent déclarer ou reverser quelque chose sur les commissions perçues? En théorie, oui. Si vous avez une activité de vente, effectivement. Or, il y a la ménagère qui vend au marché, par exemple, qui a son établi, qui est dans l'informel, qui, elle, ne paie pas forcément d'impôts sur les bénéfices, mais va payer des taxes à la mairie, parce qu'elle a effectivement un emplacement physique. C'est ça. Dès lors que vous avez une activité commerciale, vous êtes soumis à l'impôt. Si vous ne payez pas d'impôt, c'est que vous êtes dans l'illégalité. C'est cela. Vous êtes structuré comme une société, unipersonnelle ou pas, peu importe, mais dès lors que vous êtes constitué en société, vous êtes soumis à l'imposition de ce pays. Donc si vous échappez à l'imposition, c'est que quelque part, c'est pas un procès pénal qu'on vous fait, c'est que peut-être qu'il faut restructurer la fiscalité de votre société. Mais en tout cas, vous êtes soumis à l'impôt. J'ai bien peur qu'à la fin de cette émission, les impôts vous accueillent. Non, mais il n'y a pas de souci, nous sommes dans un... C'est pas ce que je souhaite. Non, mais en réalité, Cheikh, ce qui pour moi est embêtant en réalité dans ce modèle avec CUNET, moi j'ai vu des vidéos passer, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé conseil sur ces questions-là. Dès lors que moi je vois une vidéo où une société me propose sans même parler de produits. Je vous parle de vidéos promotionnelles, sans même parler de produits. Il me dit, attention, si vous recrutez pour notre compte, pour le compte de CUNET, vous serez rémunéré $250, comme monsieur vient de dire. Pour moi, on n'est plus dans une activité commerciale. On est en train d'annoncer une rémunération sur un produit financier qui ne dit pas son nom. D'accord. Et ça pose problème. Et je pense que c'est pour ça que les autorités ont levé les alertes là-dessus. Très bien.
Pierre. Oui, c'est ça. Ce qu'on vous reproche, notamment à CUNET, c'est d'offrir des opportunités d'emploi, enfin dans les discours qui sont prononcés par vos agents, de prétendre qu'il s'agit d'un programme d'investissement et que vous n'expliquez pas qu'il s'agit d'un programme de vente directe. On le voit, les vidéos, elles circulent et sont partout, il y a plusieurs reportages. En 2020, vous radiez 409 représentants indépendants de CUNET dans 22 pays, dans une douzaine en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas dans le système? Est-ce qu'on a un contrôle sur ces représentants indépendants qui, au final, peut-être ternissent votre image? Très bien, une très belle question. Et juste pour rebondir, quand vous parlez de... Alors, radier du... Enfin, c'est pas du personnel, c'est tout Non, c'est des individus. C'est des individus à qui vous payez des choses et tout. Enfin, je sais pas si vous êtes réglo vis-à-vis de la loi, mais quand on emploie des gens de griffe, après, il y a des cotisations... Enfin, bref, on va y arriver. OK. Donc, je reviens pour dire que c'est une très belle préoccupation. Il faut dire que 409 commerciaux indépendants de CUNET radiés, ça part du fait que dans notre corporation, il y a des personnes malhonnêtes qui ont intégré. Et ces personnes font des promesses, de fausses promesses. Ces personnes refusent de se former, de maîtriser le fondement basique de la vente directe. Ces personnes passent par des raccourcis en mentant, vendant des mensonges, et au finish, on s'en rend compte que c'est CUNET. Donc, nous avons reçu tellement de plaintes en ce sens que nous-mêmes, nous avons contacté la justice pour nous aider à pouvoir vraiment nettoyer ceux qui ne sont pas sérieux au milieu de nous. Et je pense que leur comportement, leur attitude, c'est ce qui fait l'objet d'interprétations. Et quand on parle de CUNET ici en Côte d'Ivoire, tout le monde a son mot à dire, à raison ou à tort. Je vous laisse apprécier. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je veux comprendre, est-ce que sur ce modèle-là d'engagement de représentants, on a envie de dire, une responsabilité pénale peut être établie, je veux dire? Oui, parce que si quelqu'un m'escroque ou me dit des contes vérités et que je découvre, il y a la loi qui est là. Je saisis la justice pour me faire justice. Et alors, qui est mis en cause, la personne ou CUNET? Pas CUNET. CUNET est une entreprise commerciale qui vend des produits à ses clients. N'importe qui peut devenir... Vous vous dédouanez de tout ce qui peut être posé comme activité en votre nom, alors que les gens sont contractants chez vous, représentants indépendants. Effectivement, quel est le rôle d'un représentant indépendant? C'est un client qui est venu, il a acheté un produit. Et la compagnie lui donne une licence de distribution internationale. Il se constitue en entreprise personnelle. Il est à charge de former une équipe de vente. C'est en cela qu'il va parler dans son environnement. C'est en cela que... Vous pouvez nous garantir que tous ceux qui sont chez CUNET aujourd'hui sont constitués en société unipersonnelle? Et quand vous dites que vous pouvez vous garantir, je ne représente pas tout le monde. Mais si vous me demandez 6 mois, 6 mois, je constitue une entreprise personnelle, je dis oui. Valérie Aipo. Oui. J'ai mon registre de commerce. Pourquoi quand on pense marketing et réseau, on pense tout de suite arnaque? Ben parce que c'est une méconnaissance, comme je dis. Non, mais ça ne peut pas être une simple méconnaissance. Il y a eu quand même, il y a des précédents, il y a une jurisprudence en la matière. Oui, Cheikh. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que ça a commencé. Comme je disais, depuis 1940, quand le marketing et réseau est né, c'est des préjugés qui courent depuis longtemps. Parce que les gens ont du mal à faire la part des choses. Non, mais des gens ont perdu beaucoup d'argent. Pourquoi on parle de préjugés, là? Là, on est sur du factuel, je pense. Bon, tout à l'heure, il était en train de parler, je voulais rebondir même dessus, c'est ce qu'il a dit. On ne peut pas, comme dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Tu comprends? Si un journaliste aujourd'hui de NCI part chez quelqu'un pour lui soutirer de l'argent, pour lui promettre une interview, quelque chose, est-ce que c'est NCI? Non, on ne peut pas empêcher à des personnes mal intentionnées d'aller vers d'autres personnes et leur promettre des choses que la compagnie n'a jamais promis pour espérer qu'ils adhèrent à l'entreprise. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand des personnes disent qu'elles ont été arnaquées, oui, l'arnaque, ça existe partout. Mais à vous, attends, tu dois payer un produit. La moindre des choses, c'est de t'informer. Ce qui manque ici... C'est des achats en ligne? Non, aujourd'hui, il y a plusieurs types. D'accord. Aujourd'hui, il y a des produits physiques. Aujourd'hui, le marketing des réseaux porte sur des produits physiques, même des produits digitaux. D'accord, okay? Voilà. Si moi, je viens vers toi, Cheikh, je dis, je te présente mon produit et tout, mais toi,
c'est bien, c'est vrai, tu as confiance en moi. Mais la première des choses, c'est de chercher à savoir le produit sert à quoi. On a compris votre position. Pierre? Voilà. Alors, Youssouf, comment se comporte un marché où 99% des vendeurs vendent la même chose et finissent par être en concurrence entre eux-mêmes et en travaillant pour la même société au final? Mais en théorie, alors ça dépend. Moi, j'ai plutôt envie de réorienter la question en disant, mais qu'est-ce qui se passe si justement tout le même réseau, en réalité, est commissionné sur le même produit? Moi, c'est ça mon problème en réalité. C'est que, effectivement, si on a un besoin, s'il y a un besoin et qu'effectivement il y a de la concurrence et que le besoin est toujours là, tant que le besoin est là, il faut qu'il soit couvert. Une fois qu'on a couvert tout le besoin, le produit peut s'effondrer, la société peut s'effondrer parce qu'on n'a peut-être plus besoin, etc. Mais c'est pas ça la question en réalité. Si vous vendez de la pâte dentifrice, on aura toujours besoin d'une pâte dentifrice. Donc le produit va se renouveler et plus il y aura de commerciaux, plus il y aura de concurrence, le produit va continuer de tourner. C'est pas ça en réalité qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la manière dont le produit est commercialisé et c'est les engagements qui sont pris. Quand on dit à quelqu'un qu'on lui garantit à quelqu'un une rémunération sur son réseau commissionné sur le même produit, quels que soient les niveaux de la chaîne, pour moi, ce n'est pas un modèle qui est viable, ce n'est pas rationnel. Économiquement, ça ne marche pas. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est sur des circuits de distribution alternatifs qui sont de plus en plus proches des usines. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui, c'est parce qu'on est proche de l'usine qu'on peut se permettre de commissionner tout le monde à tout va. Alibaba, aujourd'hui, qui est un site en ligne, vend des produits directement distribués par les usines. Ça n'en fait pas une plateforme qui est capable aujourd'hui de commissionner n'importe qui à tout va. Non, il y a des règles. Il y a un rationnel dans le business. Quand vous êtes... Pourquoi moi je n'aime pas trop parler en réalité de marketing de réseau? En fait, c'est comme je n'aime pas dire que la finance, c'est pas un modèle où il y a des gens, c'est un modèle où il y a des gens pas sérieux. Non, c'est pas ça en réalité. C'est des terminologies. Les terminologies ont de l'importance. Le marketing de réseau est quelque chose qui existe et qui peut être bien professionnalisé et sans arnaque. Tout comme la finance existe depuis des milliers d'années et peut être exercée sans arnaque. Le terme agro-business aussi, c'est pareil. On peut faire de l'agro-business sans arnaque. Absolument. Par contre, effectivement, ce qui se passe, c'est que il y a des sociétés qui vont se cacher derrière ces terminologies. On va arriver à cet aspect et exécuter des pyramides de Ponzi, donc des arnaques. Et derrière, les premières victimes, ça va être les gens de la société. C'est 111 milliards aujourd'hui qui ont été investis via ce type de réseau-là. C'est ça, mais on va en parler. Juste après la pub, on va parler de l'aspect blanchiment d'argent. Est-ce juste ou pas de penser donc à cela quand on fait référence au marketing des réseaux? On marque une pause et la pub, on revient dans quelques instants. Télévivé la Côte d'Ivoire avec NCI, la chaîne 100% ivoirienne. Bouyaka. On dit que ce qui s'est passé entre nous ne change rien. Qu'on reste amis. C'était super cette nuit. Oui, c'était super. Votre copain Jack Nesbitt, il trempe dans sacré magouille. Ces types font venir des jeunes femmes d'Europe de l'Est et les forcent à travailler pour eux. Dites-moi ce que je dois faire. Caché derrière la batterie, il y a un mouchard. Montrez-moi votre téléphone. Matt? Fais un effort. Il est où? Elle écrit tout dans son cahier. Où elle le planque? Réponds. Il sait, Chodal. Si, je sais. Laissez-moi une seconde. Tout de suite. Chicago Fire, saison 4, tous les jeudis à 20h30. Télévivez le marketing des réseaux ce soir dans la télé d'ici sur NCI. Avant que de poursuivre nos échanges avec nos intervenants Billy, Jean, Paul, Memel, Youssouf Karus et Valérie Ayepo et Pierre, on marque une pause pour évoquer l'actualité majeure ici. C'est donc évidemment les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont la dépouille est arrivée hier à Korogo, sa ville natale, en présence du président de la République et de la première dame Dominique Ouattara. Il y avait également des membres du gouvernement, des membres de la famille biologique du défunt et de hauts responsables du RHDP
la formation politique à laquelle il appartenait. Auparavant, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, des séances de lecture du Saint-Coran et de bénédiction ont été effectuées pour le repos de l'âme de l'illustre disparu sous l'autorité du tout nouveau guide de la communauté musulmane, Aïma Mamadou Traoré. Je précise que l'inhumation est prévue pour demain, vendredi, au caveau familial, dans la stricte intimité familiale, après l'hommage qui lui a été rendu ce jeudi même au stade municipal, hommage du district des Savanes et des autres régions sœurs. Messieurs, on revient à nos histoires de marketing de réseau. Il est beaucoup évoqué la question de blanchiment d'argent des individus, mais également des entreprises physiques, on va dire, seraient donc taxés de passer par ces circuits dont on ne maîtrise pas forcément la traçabilité pour effectuer en toute tranquillité leurs activités. Qu'est-ce que vous en pensez, Youssouf Kalius? En réalité, en fait, c'est plusieurs activités imbriquées. Il y a effectivement les cas d'escroquerie véritablement caractérisés qui sont résident dans le fait qu'on vend en réalité un produit financier à des gens. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Agribusiness il y a quelques années maintenant. C'est cela, 2016. On ne peut pas, pour moi qui suis financier, qui suis investisseur aussi maintenant actif, on ne peut pas vous proposer un produit financier qui est rémunéré à 200, 300, 400, parfois même 1000% en rendement, sans que ça ne vous interpelle. C'est impossible en réalité. Vous savez, le domaine de la finance, ça existe depuis des milliers d'années maintenant. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas faire une analogie avec l'activité boursière? Non, parce que même en bourse, en fait, vous n'avez pas de 1000%. Ça n'existe pas sans risque, en réalité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du rendement, tout comme vous pouvez perdre. Mais dès lors qu'on vous garantit un rendement sur une activité, vous savez, pas plus tard qu'hier, je reçois un mail qui me dit vous savez, vous pouvez faire du placement immobilier avec nous en copropriété avec d'autres investisseurs. On a un portefeuille de maisons qui sont déjà louées. Vous investissez 800 000 et on vous paie tous les 2 mois 250 000. Moi qui suis du domaine, je suis investisseur, j'investis déjà beaucoup en immobilier. Je sais que c'est impossible parce que 250 000 francs tous les 2 mois sur un placement de 800 000, à l'année, ça vous fait 150% de rendement. Ce n'est pas possible. Si ça existait, le métier de banquier, la finance n'existerait pas. Vous savez pourquoi est-ce que votre banquier existe? Votre banquier, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre des opportunités d'investissement, des opportunités de placement, des gens qui ont besoin de crédit et vous qui avez besoin de placer votre argent. Donc sur un compte courant ou sur des comptes à titre. Le métier de banquier sert à justement distinguer les différentes typologies de risques et faire en sorte que ce risque-là soit rémunéré à sa juste valeur. Quand vous allez placer votre argent en banque, le banquier, il replace votre argent sur du crédit. Donc, il va faire crédit à monsieur, etc., selon des conditions bien particulières. Oui. Il peut perdre, parce qu'effectivement, nos banques ont parfois aussi un portefeuille de crédit, ce qu'on appelle des crédits en souffrance. Donc, la banque ne va pas vous garantir un rendement à 100% quand elle vous fait du crédit. Elle sait qu'elle peut perdre, elle prend le risque de perdre, parce que justement, c'est son métier d'analyser les risques. Dès lors que vous avez un produit financier qui est servi sur le marché, qui est garanti avec un rendement beaucoup plus haut que la moyenne des autres produits financiers, s'il existait, l'ensemble de l'économie se concentrerait sur ce produit financier. D'accord, mais peut-être qu'ils sont appel d'air. Peut-être qu'ils sont plus intelligents que les banquiers aussi. Peut-être une nouvelle forme. Peut-être une nouvelle forme de banque aussi. On peut le considérer, mais après des milliers d'années, moi, ça m'étonnerait quand même qu'on n'ait pas découvert le produit miracle. Vous savez, Madoff a été le boss du Bernard Madoff aux États-Unis a été le boss du Nasdaq. C'est ce qui lui a fait sa crédibilité. Et même Madoff, qui a été le boss du Nasdaq, n'a pas pu soutenir jusqu'aujourd'hui sa pyramide de Ponzi. Tout simplement parce que le produit financier miracle n'existe pas. Et quand le scandale a pété, d'ailleurs, son représentant en France s'est suicidé. Exactement. Parce qu'il ne s'imaginait pas faire face donc, à toutes ces conséquences. Et il avait pris l'engagement de ses clients et naturellement... C'est compliqué. Cunette, oui. Il y a possibilité que des gens se cachent derrière vous pour faire du blanchiment ou pas? Bon, possibilité, je ne pourrais pas affirmer, mais comme je dis tout à l'heure, je disais tantôt, nous sommes des différentes personnes. En fait, Cunette ne devrait pas être forcément incriminé sur ce point-ci. Non. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec l'agro-business, par exemple? Il n'y a aucun lien. Bien sûr. Moi, j'aimerais bien savoir qui représente juridiquement Cunette ici. D'accord. Je ne sais pas si vous représentez juridiquement Cunette ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. Moi, je suis sur ce plateau en tant que consultant. Oui, mais est-ce que vous savez qui représente Cunette? S'il y a un problème, que vous perdez de l'argent, vous portez plainte contre qui? Il faut dire que Cunette est une multinationale qui est installée dans plus de 100 pays au monde. Y compris la Côte d'Ivoire, j'imagine. Je viens. Oui, mais par pays, il faut un représentant légal. Je viens. Vous m'avez posé la question et je suis en train de venir. Allez-y. OK. Et ici, en Côte d'Ivoire, nous avons la représentation nationale qui est au Vallon.
Et au-delà de la représentation nationale, nous avons la représentation régionale de CUNET qui est au plateau, ex-immeuble Ecobank. D'accord. Donc, Voilà. deux garanties, deux niveaux de garantie. Plus que 2 niveaux de garantie. Et nous, en tant que promoteurs, en tant que coach, nous sommes là. Et nous sommes ivoiriens et nous sommes toujours là, et prêts à affronter n'importe quel défi. Youssouf Karus, pourquoi en Côte d'Ivoire ça pose problème? Le principe de l'agro-business, mais également le principe du marketing de réseau, alors qu'ailleurs, c'est accepté apparemment. Non, justement, il faut faire attention. Parce que, pourquoi est-ce que les pyramides de Ponzi sont interdites? Parce que c'est des mécanismes en fait, qu'on connaît depuis très longtemps. Et la raison pour laquelle l'activité de CUNET, par exemple, et l'activité de agribusiness a été regardée par l'État, mais pas que par l'État, par aussi les structures réglementaires du marché financier, c'est parce que la finance est un métier réglementé. Parce que justement, la finance fait appel à votre épargne, à mon épargne, à l'épargne de tout le monde. Le risque qu'on prend de voir un acteur de la finance intervenir, ponctionner de l'épargne publique, là, je vous parlais tout à l'heure de 111 milliards. C'est 111 milliards de capacité d'épargne de notre pays qui ont été mobilisés sur un secteur d'activité sans réglementation. D'accord. Et ça, c'est illégal de faire appel à l'épargne. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'épargne publique. Mais on revient à ce que j'ai dit et ce que j'ai posé comme question. Au départ de la création de l'entreprise, est-ce que l'État est connaisseur du domaine d'activité, du cœur de métier, si vous créez une ou est-ce que l'État est floué au départ, en vérité? Non, j'imagine qu'en fait, l'État est floué au départ. Si vous créez une société et que vous dites que vous faites une activité commerciale, il n'y a aucune raison de vous interdire. Agribusiness disait, moi, je crée une société pour faire de l'agriculture. C'est cela. Voilà, il n'y a aucune raison, a priori, de vous interdire. Absolument. Mais a posteriori, quand vous dites aux gens, quand vous faites un matraquage marketing et que vous dites dans vos communications marketing, venez placer votre argent chez nous, à ce moment-là, vous devenez un acteur de la finance. Vous n'êtes plus un acteur de l'agriculture. D'accord. Valérie Kodèche, vous pensez qu'ici, c'est pas bien encadré comme activité? Pardon. Valérie Aïpo. Kodèche. on va dire. Bon, je suis un peu gêné quand on parle de marketing des réseaux et qu'on parle de d'arnaque, de blanchiment d'argent, de agro-business. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le marketing des réseaux, c'est une opération de vente. Vous êtes un vendeur. Vous vendez pour une entreprise. Dans sa conception originelle. Originelle. Comme je l'ai dit, on est d'accord que le problème n'est pas au niveau du marketing des réseaux. Oui, on est d'accord. Maintenant, je demande, de votre point de vue, est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, tout est clair, tout est bien codifié, réglementé? Non, oui. Voilà. Non. Nous, de notre point de vue, et justement, je pense que la décision, peut-être on en arrivera, la décision du gouvernement nous permettra de mettre de l'ordre dans cette activité. Voilà. Notre point, c'est cela. Aujourd'hui, il y a un vide. Et vous savez que quand il y a le vide, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent s'y glisser et faire n'importe quoi, comme dans tous les secteurs. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, c'est une opération de vente. Je vous vendais pour moi, je vous donne une commission. Où est l'arnaque? Dites-moi. Il n'y a aucune arnaque. Sur le principe, oui. Mais sur le principe d'être un journaliste et puis aller arnaquer le gars qui est mal intentionné, qui s'en va faire prendre de l'argent, c'est une arnaque. Mais c'est dans tous les domaines, même dans les finances. Tout à fait. Bon, voilà, on parle de quoi? On parle pas l'impression que l'État a pris de court, un peu devancé par... Souvent, oui. Mais oui. En réalité, en fait, par exemple, l'histoire de agribusiness il y a quelques années, moi j'ai été effaré de voir des structures publiques s'afficher avec les représentants de ces sociétés-là. Parce que moi, dès le départ, je disais à ceux qui m'appelaient dessus, mais attention, ne mets absolument pas ton argent sur ce truc. Il ne peut pas y avoir de produits financiers de ce type. Par contre, ça ne veut pas dire, pour rejoindre à ce que monsieur disait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas structurer du financement pour l'agriculture. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la terminologie est importante. La terminologie agribusiness, le principe de financer de l'agriculture avec un produit financier peut exister et doit exister, on en a besoin. Maintenant, passer par un modèle qui est possible sur papier pour monter une pyramide de Ponzi, c'est illégal. Et effectivement, ça, il faut que ce soit condamné. Ce que vous condamnez, c'est l'absence surtout de réglementation. Il y a pas Je pense qu'il y a peut-être un vide juridique quelque part. Il y a peut-être du contrôle à ajouter en fait, sur des activités commerciales de ce type, de la réglementation aussi, pour que les choses soient plus claires. D'accord. Mais si la loi ne prévoit pas des choses, est-ce qu'on peut anticiper? C'est un peu comme la technologie. On dit toujours que la loi a un retard sur l'avancée technologique. Mais c'est cela. Je vais réagir. La preuve, c'est qu'il y a de cela quelques mois, il y a un nouveau système qui est arrivé, lui qui est totalement
vraiment financier. Le réseau, c'était WhatsApp. Il fallait juste envoyer 10 000 sur des comptes Orange Money et puis faire entrer sur le même principe, hein, des tontines. Donc, en fait, la technologie a toujours un pas. On ne sait pas de qui ça part, on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire effectivement que les tontines sont illégales d'emblée ou sont dans le principe. Sauf que là, le nombre de personnes qui est atteinte via WhatsApp, c'est totalement incalculable, quoi. On connaît des gens qui sont... Moi, je connais des gens qui ont perdu de l'argent dedans. Une manière très simple. Je pense que là, nous sommes en train de sortir du contexte. Non, on ne sortait pas. On ne fait pas le procès de Cunette. On ne fait pas le procès, ne vous en faites pas. C'est moi qui essaie de comprendre, est-ce qu'on pourrait faire une analogie entre ce qui est fait, le marketing réseau, de réseau, et l'agrobusiness, ou l'agribusiness. Nous sommes là. À votre question, l'État a un moyen très simple de peut-être prévoir plus en amont ce genre de situation, c'est de regarder les supports marketing, tout simplement. Les supports marketing sur Cunette, ils tournent depuis des mois. Ils tournent depuis des mois et on ne peut pas en Côte d'Ivoire avoir une société qui se targue de vous garantir des revenus, des retours sur investissement de cet ordre-là, sans que le régulateur du marché financier n'y jette un œil. Moi, c'est là où effectivement je dis attention. On a, au niveau de l'administration, aussi la responsabilité de pouvoir prémunir les Ivoiriens de ce genre de situation en regardant les supports commerciaux, tout simplement. Très bien. Ok, je vais réagir parce que le constat que je fais, c'est que nous sortons légèrement du contexte. Nous sommes là pour le marketing de réseau. Et quand mon spécialiste en finance, qui est supposé maîtriser les finances, vient dans le marketing de réseau, je crois qu'il a besoin suffisamment d'informations et nous sommes là pour l'informer. Et le modèle de marketing des réseaux est un commerce. Nous sommes d'accord là-dessus. Quant à savoir si des personnes mal intentionnées peuvent utiliser, voyant le vide juridique, comme vous l'avez si bien situé, en Côte d'Ivoire, de faire des blanchissements d'argent, mais je crois qu'il y a une réglementation, il y a des organes qui réglementent tous ces domaines. Et nous avons les lois qui sont là, et tous ceux qui essaient de violer la loi sont subis par la rigueur de la loi. Donc on ne peut pas, pour le comportement d'un individu, salir toute une entreprise. Ce que vous devez retenir une fois de bon, c'est que Cunette est une entreprise commerciale qui mène des produits, des différents produits. Nous avons 5 gammes pour le marché africain. Voilà, nous avons les joailleries, montres et bijoux. Nous avons les produits de maquillage. Tout à l'heure, je suis arrivé, la maquilleuse m'a dit qu'il y a un besoin de maquillage. J'ai dit, bon, ok, j'ai une ligne que je vais vous présenter, à vous maintenant de voir. Je viens d'avoir un marché. D'accord. Voilà. Donc, vous lui vendez et elle les revend après à quelqu'un d'autre. Elle a des pourcentages. Non, elle utilise pour sa consommation personnelle. Oui, mais si l'idée lui vient de... Quand elle va trouver satisfaction, parce qu'en marketing, le meilleur vendeur est celui qui est... On a compris. Elle est satisfaite du produit. Qu'est-ce qui se passe? Elle va conseiller, naturellement. D'accord. Et quand elle conseille, elle a un pourcentage. Effectivement, il y a un plan. Le prix ne change pas. Le prix ne change pas. Je vous explique. D'accord. Lorsqu'il y a un barème que Cunette a donné, le barème, c'est quoi? Nous avons des unités de vente de valeur attribuées à chaque produit. La compagnie ne regarde pas le nombre de personnes qui sont recrutées, non, mais la valeur des produits achetés. Moi, par exemple, à Cunette, j'ai acheté plus d'une dizaine de produits. J'ai ma montre, j'ai ce produit. Le boubou peut-être? Voilà. Non, le boubou n'est pas un produit Cunette, mais nous avons des casquettes, nous avons des vêtements et tout ça. Donc ce sont des produits. Maintenant, me dire que former une équipe de vente capable de vendre à l'infini est impossible. J'ai dit, mais le monde n'existera pas. Parce que même quand nous allons passer, il y a un relais. Les enfants viendront. Voilà, donc nous avons des enfants, et des gens qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, à 18 ans vont commencer le business. Donc, ça marche. Je peux vendre autant que possible. Si je peux vendre 1000 milliards, je vendrai. D'accord. Si je vais entrer un peu dans le cœur de votre business model. Ça marche. Comment vous vous rémunérez? Il y a un business plan qui a été conçu. Oui, parce que le prix du produit ne change pas. Hein. C'est un peu la préoccupation aussi de Youssouf. Le prix du produit ne change pas, puisque chaque client a la possibilité d'acheter au prix usinage. Donc ça ne peut pas changer. Si moi j'achète au prix usinage et que je revends, je ne fais pas de consommation personnelle et que je revends à quelqu'un, je peux majorer le transport que j'ai pris pour aller retirer. Oui, d'accord. Ou le transport que le dédouanement... Oui, mais c'est toujours vendu au même prix.
Non. Si moi j'achète, par exemple, si vous achetez directement avec Qnet, c'est le même prix. D'accord. Si moi j'achète avec Qnet, j'arrive, chèque, dit, ah Billy, ta montre, elle est belle, et tu peux me la vendre. Je discute, je peux vendre moins, comme vendre plus. Ça dépend donc du marché. Très bien, ok. Voilà. Là, c'est en dehors de Qnet. Et Qnet fabrique des produits. C'est la seule compagnie aujourd'hui. C'est une activité commerciale, mais elle appartient à un grand groupe que je représente, qu'on appelle QI Branch. QI Branch a plus de 70 entreprises à son actif. Au sein, il y a des entreprises industrielles qui fabriquent les produits. Très bien. Il y a des universités. Quand vous dites vous représentez, c'est-à-dire? Je suis un représentant indépendant de cette compagnie. C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'un client qui est en partenariat avec l'entreprise. Oui. Très bien. D'accord. Marquons une pause. L'une des nombreuses pauses de cette émission. On va à la pub, on revient dans quelques instants. Bougez pas, il y aura aussi Madame Tongpi et compagnie. Télévivez la Côte Télévivez la Côte d'Ivoire avec NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Boucle. Votre week-end sur NCI, vendredi 20h30, témoin alloué. C'est la bande de types la plus bizarre que j'ai jamais vue de ma vie. C'est plus le même depuis que t'as débarqué. Samedi 18h, NCI Reportage, l'intégrale, présenté par Mélina Makissi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à plonger au cœur du Bardo, bidonville tristement célèbre de la cité portuaire de San Pedro. Samedi 20h30, revivez les plus grands lives de la télé d'ici. « 21h40, SWAT, tireur d'élite. Accrochez-vous, vous allez bientôt comprendre à quoi ça sert de regarder l'homme qui tombe à pic. Sanchez est touché. Sanchez. Dimanche 20h05, NCI 360, présenté par Ali Diarasouba. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro. Vous savez, il y a des personnes qui finissent les études, qui ont des diplômes, qui ont des masters, qui ont des maîtrises, mais qui refusent de s'engager parce qu'ils sont sûrs de ne pas avoir de bénéfices, de ne pas avoir d'argent. Les jeunes étudiants qui sortent, qui viennent, on les prend en stage, ils veulent le transport. C'est normal. Naturellement. Il faut qu'ils mangent. 21h40, Revenge for Jolie. L'homme qui l'a tué, je vais le retrouver. Bon week-end sur NCI. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre ou Téléviver la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'essentiel. Ce soir, on parle de marketing de réseau avec nos invités. On marque une pause pour visiter la famille Tongpi. Chérie, regarde, tu vois ça? C'est la voisine. Et derrière, là. Il paraît qu'elle entretient une relation. Tu as vu la maison quand on entre dans le quartier, la maison inachevée sur la droite là. Le propriétaire est en Europe, donc il a laissé son neveu dans la maison. Chaque soir, elle se cache pour aller dormir avec le jeune. C'est Madame Soupi qui m'a dit ça. Madame Soupi, c'est que ce sont des ragots? Ce ne sont pas des ragots. Si Madame Soupi a dit là, c'est que c'est vrai. Tu sais, Madame Soupi, c'est que ce sont des ragots. Le couple voisin là, les Américains, les soi-disant Américains. Figure-toi qu'ils ne viennent pas des États-Unis. Là, faut dire que ce sont des ragots. Faut dire que ce sont des ragots. Non, parce que moi-même, je les soupçonnais. Ah. Le monsieur était professeur d'anglais à Divo. Non. Quand je t'ai dit les trucs et puis tu ne me crois pas là, ça m'énerve. C'est un groupe de vendeurs d'illusions. Ça se voit même. Moi, j'ai senti ça. Un couple marmailleur. Ah, mais je comprends maintenant l'anglais.
Toi-même, tu parles anglais. Je jure. Oh, regardez des gens comme ça. Regarde, par exemple, après chez eux, là, il y a une fille qui vient d'arriver dans le quartier, on dit elle est fessue, tout ça un peu haute là. Il paraît même qu'elle soit le mari de la voisine. Oui. En plus de lui, le jeune homme que je dis, il habite dans la maison inachevée là. Elle soit avec lui aussi. C'est dans son pays qui m'a dit ça. Non, ça c'est faux. Ça c'est quoi? Elle peut pas faire ça? D'accord. Elle peut pas faire ça? J'ai dit où je vais croire Madame Sopi là. C'est quand avant-hier, Aboubakar est venu ici avec elle. Attends, elle est venue ici avec Aboubakar? Mon propre petit frère Aboubakar l'a amené. Même Aboubakar là? Elle est venue dans la maison ici? J'ai dit, elle est venue avec Aboubakar ici. Mais on peut pas faire ça. Ça se fait pas. En fait, elle ne peut pas se comporter comme ça, venir dans la maison d'Aboubakar ou elle me met avec quelqu'un de la famille. C'est pas ça, ça se fait pas. C'est ça. Donc moi-même, j'ai dit à Madame Sopi n'a pas venu voir. Quand Madame Sopi est venue, que Madame Sopi l'a vue, Madame Sopi a confirmé. Elle, qu'elle a vu Madame Sopi, elle était un peu gênée, elle est partie. J'ai dit, Madame Sopi, elle peut sortir le voisin là, l'Américain là, et puis sortir le jeune qui est là-bas là. Et puis elle va venir sortir encore avec mon petit frère Aboubakar. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que si elle sort à Aboubakar, elle sort avec le voisin, elle sort avec les Américains, mais ça va, elle peut nous distribuer ça, elle peut nous donner ça à tout le monde ici. À qui? Je veux dire, elle peut leur donner ça à la maladie. Moi-même, quand je l'ai vue là, j'ai dit ça, c'est une prostituée. Mais c'est une prostituée. C'est une prostituée. Tu peux pas dans la famille des gens comme ça, pas dans la même famille. Ça ne se fait pas. Tu peux sortir le bon. Bon, je dis le quartier quoi. Dans la famille du quartier. Oui, la famille du quartier. Parce que... Faut qu'Aboubakar arrête de la voir. Faut qu'Aboubakar arrête de la voir. Je vais lui parler. Non, mais une femme ne peut pas se comporter comme ça. Tu vas sortir avec le mari des gens, sortir avec les beaux des gens, sortir... Non, mais ça se fait pas. Elle avec le mari de qui? Avec le mari de la voisine. De la voisine, voilà. De la voisine, là. C'est ça, c'est ça. Elle ne peut pas faire ça. Voilà, il faut que tu parles. Elle ne peut pas sortir tout le monde comme ça. Elle va nous transmettre des maladies. Mais... Il faut que tu parles à Aboubakar. Non, il faut que je lui parle. Parce qu'elle ne peut pas sortir tout le monde dans la famille comme ça. Ça ne se fait pas. Comment ça? Non, elle ne peut pas sortir mon beau. Voilà, dans la famille. C'est qui va... C'est que si tu te dis ce qui va arriver là, tu vas être choqué. Quoi? Aboubakar veut la doter. Ce qui m'a tué. Comment ça? Voilà, c'était plutôt le meilleur couple et non elle a voyagé. Voilà, donc une information erronée sur ma fiche qui fait d'ailleurs penser à la déclaration des entreprises de marketing du réseau au départ. Sur le papier, tout est nickel, on dit tout va bien se passer et puis après les choses se compliquent. Valérie qui voulait peut-être dire quelque chose, qui brûle l'envie de dire quelque chose. Oui, je voulais dire, bon c'est vrai on s'est attardé sur le cas Cunet, mais tu l'as dit à l'entame de l'émission, il n'y a pas que Cunet, il y a plusieurs entreprises tu as cité 38, qui sont aujourd'hui impactés. Ouais, dans l'agribusiness, qui ont été fermés et tout. Ah, ok. Bon, je veux parler des entreprises qui existent dans le marketing des réseaux aujourd'hui, qui sont impactées par cette décision-là et qui ont un vrai business, qui sont légales. D'accord? Cette décision... je pense qu'elle est venue un peu trop vite. Je pense qu'on a sauté des étapes. Nous, on aurait souhaité avoir des discussions avec le gouvernement pour expliquer. Je crois qu'il a dit, il faut savoir ce que les entreprises font. Parce que je vous le dis aujourd'hui, le marketing des réseaux est une très belle opportunité, est une aubaine pour le gouvernement pour résorber le chômage. Ça se fait ailleurs. En France, par exemple, le Pôle emploi est en partenariat avec la fédération qui s'occupe des ventes directes pour résorber le chômage. Et ici, nous, on souhaite rencontrer les autorités, qu'on crée un cadre de concertation pour pouvoir organiser ce secteur. Parce qu'effectivement, on est d'accord que le marketing des réseaux n'est pas illégal. C'est quelque chose qui existe, qui fonctionne ailleurs. Notre problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un vide, il y a un vide réglementaire qui fait que, déjà, le gouvernement n'arrive pas à prendre les impôts, à taxer ces entreprises. Il faut régler ça. Et si on ne s'assoit pas autour d'une table pour essayer de trouver
un canevas dans lequel s'inscrivent, dans lequel toutes les entreprises qui vont vouloir faire du marketing s'inscrivent, on ne pourra pas s'en sortir. Très bien. On ne pourra pas s'en sortir. Billy Jean-Paul. Et ce serait dommage pour la jeunesse et pour tous ceux aujourd'hui qui vivent de cette activité-là. Votre dernier mot? Je suis plus que convaincu. Pas le verdict, mais votre dernier mot. Oui, je suis plus que convaincu que le marketing des réseaux reste et demeure une opportunité à la création d'emplois. Comment? C'est à consulter. Nous pouvons vous donner le plan en détail pour que vous puissiez comprendre. D'accord. Et il faut dire aux spectateurs que le marketing des réseaux est une discipline à part entière. Moi, j'ai voyagé en 2012 en Indonésie. J'ai rencontré un professeur qui enseigne le marketing des réseaux aux États-Unis, Dr. Charles W. King, voilà, qui était en ce temps, en ce moment-là, le directeur de l'Université d'Illinois. Voilà, c'est des choses qu'on peut vérifier sur Internet. Donc, c'est pour dire que c'est un métier comme la comptabilité, comme le journalisme. Le seul hic, c'est que nous devons réglementer. Ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes constitués en association au niveau de l'APROMA. L'APROMA qui est l'Académie des professionnels de marketing des réseaux ici en Côte d'Ivoire qui regroupe plusieurs entreprises. Et nous avons fait le lancement à la maison de l'entreprise où nous avons invité 5 ministères concernés directement, mais ils ont brillé d'une absence. Voilà, donc il n'y a pas eu de représentation. Ouais. Et c'était l'occasion pour nous d'informer suffisamment le gouvernement, mais ils ont été absents, donc du coup, nous prenons notre mal en patience. Très bien. Youssouf Karius, pour terminer, ils parlent tous les deux de création d'emplois. Est-ce juste de le dire? Création de revenus ou création d'emplois, si tant est qu'on a la volonté de faire les choses correctement. Quand on est dans l'illégalité, on est dans l'illégalité. Je ne pense pas qu'il y ait de demi-mesure entre l'illégalité et la création d'emplois. Quand on dit à quelqu'un qu'effectivement, il peut aller vendre des choses et être rémunéré pour ça, effectivement, c'est un métier qui peut être rémunéré. Mais quand vous commencez à dire à des gens, mais il y a des gens qui vont faire ce travail-là et vous allez rester chez vous assis et vous allez être rémunéré, il y a quand même anguille sous roche. Moi, je terminerai juste en disant, vous savez, les Ivoiriens ont l'habitude maintenant qu'on surfe un petit peu sur leurs rêves, qu'on surfe un petit peu sur leurs besoins, sur la misère parfois. Et on essaie de faire comprendre, on essaie de mettre dans la tête des Ivoiriens qui peuvent gagner de l'argent, qui peuvent gagner leur vie sans effort. Ça n'existe pas. D'accord. Je pense qu'il faut garder ça en tête. Il n'y a pas de possibilité de gagner sa vie sans fournir les efforts adéquats. Très bien, merci. On connaît vos positions respectives. Voilà, vous n'êtes pas d'accord. On va pas. Je ne signerai pas chez Cunet, non. Bon, voilà, ça fait une bonne cinquantaine de minutes qu'on en parle. Donc voilà. En tout cas, merci d'être passé. Merci à Billy Jean-Paul. Merci à Karius. On marque une pause. Il y a la pub. On revient juste après la pub pour le volet live. On sera rejoint par Fusion Band. Télévivez la Côte d'Ivoire. Avec NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne. Quand tu connais, tu connais. Bravo. Oui! Parce que nous sommes bien ensemble, jusqu'au 2 août 2020, tente de gagner 5000 francs CFA sur ton compte Momo toutes les 5 minutes par tirage au sort avec la promo Cherche ton argent et fais-toi plaisir. Tu peux aussi gagner 5 millions de francs CFA par semaine, 10 millions de francs CFA à la fin de la promo par tirage au sort. Il te suffit de souscrire à n'importe quel pack MTN en tapant étoile 105 dièse ou effectuer un dépôt ou retrait d'argent Momo. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Sors, viens. Regarde comme c'est beau. Gagne ton voyage à Dubaï et viens tourner 2 roues pour gagner jusqu'à 30 millions de francs CFA. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Nouveau ticket avec 300 francs. Un jour, tu seras double millionnaire. La chance, ça se gratte.
Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Billy Jean-Paul Memel, consultant senior marketing réseau, d'être passé par la télé d'ici. Merci à Youssouf Karus, qui est directeur de fonds d'investissement et donc consultant, économiste pour la petite précision. Merci pour ces éclairages. Merci également à Valérie Aipo, professionnelle marketing de réseau. Merci à Pierre. On va laisser en compagnie de la formation Fusion Band qui nous avait déjà visité il y a de cela quelques mois et nous avait surtout émerveillé avec la reprise du titre I Will Always Love You de Feu Whitney Houston ce soir. Fusion Band est encore sur la scène de la télé d'ici. Au piano, Bebeto, à la basse, Andrew Jaman, à la batterie, Harold, au sax, Ivan Sax, et au chant, l'indéboulonnable Nanda, qui nous offre ce soir deux voyages musicaux. La reprise de Listen de Beyoncé et Kuglizia de l'illustre Louga François. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Fusion Band, right now. The song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the song from deep within. It's only beginning to find relief. Oh, the time has come from my dream to end. There will not be a sudden turn into your own. Oh, 'cause you won't understand.
Bebeto, Jaman, Harold, Ivan Sachs et l'excellente Nanda. Fusion Band, merci de l'applaudir. Good job. Very good job.